Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble pour commenter cette actualité bien particulière avec aujourd'hui Kevin Bossuet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Oui. Absolument. Vous travaillez avec vos élèves. Comment vous faites ? Écoutez, je travaille à distance avec des sites qui fonctionnent pas toujours, avec des élèves qui ne rendent pas forcément leur travail, mais on y croit, on est en confinement et je poursuis mon travail avec beaucoup de sérieux. Merci. Alors, Mathieu Alterman, journaliste, vous êtes avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brunes pour ceux qui veulent se distraire un peu. J'en conseille la lecture pour les libraires qui continuent de livrer. Oui, sinon il y a Amazon, il n'y a aucun tabou à commander sur Amazon. Non, Amazon ne livre plus de livres. Moi il me livre. Ne livre plus que... alors ça va être à partir dans quelques jours, mais ils ont annoncé qu'ils ne livreraient plus les livres. Mais bon, allez sur le site du musée de la SACEM où je m'occupe d'une exposition actuellement sur les plus grandes chansons des musiques de films cultes, c'est-à-dire des chansons comme Diabolomante d'Yves Simon, Un homme et une femme, Emmanuel, et je donne des infos exclusives. Exclusive, mon Dieu, comme vous y allez. Écoutez, oui. On va y aller, on va vous nous donner envie, quel teasing. Mais c'est vrai qu'il y a plein. Il y a les musées également qui mettent à disposition sur Internet des visites virtuelles. Virginie Leguet, bonjour, chef adjoint au service politique de Paris Match, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes confinée à Paris ? Je suis totalement confinée à Paris et l'ensemble de la rédaction et des responsables et de tous ceux qui travaillent au journal sont confinés depuis même avant le confinement. Et je souligne que Match qui sort tous les jeudis, c'est fait pour cette semaine pour la deuxième fois entièrement en télétravail. Ouais, c'est un exploit, c'est compliqué, oui, c'est un peu comme pour nous, faire de la radio depuis... C'est ça, c'est un exploit technique et il faut souligner l'engagement de tous et la discipline de tous, parce que... Est-ce que c'est pas un peu frustrant parce que les gens achètent peut-être moins de journaux en cette période? Alors il y a effectivement aujourd'hui beaucoup d'applications qui permettent de télécharger les journaux, je pense à Caféine et beaucoup d'autres applications qui proposent les journaux, mais les kiosques sont fermés, c'est très difficile aujourd'hui de trouver les journaux. Oui, c'est plus difficile, mais si la presse devait arrêter de paraître, elle signerait sa mort. Et là, au contraire, je trouve qu'elle témoigne d'une incroyable vitalité. Donc, la journaliste que je suis voulait le saluer. Merci. Alors, Régis de Castelnau, vous êtes avocat, vous avez un blog, Vue du droit, et vous collaborez également à l'excellent magazine d'Elisabeth Lévy, Causeur. Vous allez bien, Régis ? Je vais très bien. Moi, j'ai eu de la chance parce que... Non, on vous entend ? Enfin, on vous entend plus, là, pour le coup. Allô ? On vous entend plus. Oui, ça, allez-y. Oui, j'ai eu de la chance parce que j'avais organisé mon installation en quartier d'été, comme je fais tous les ans, je suis largement en Provence toute l'année, donc je suis arrivé 8 jours avant le confinement et j'avais d'ailleurs pris mes billets de train pour revenir vous voir, ma chère Valérie, mais là on a annulé, ça a été transformé la semaine dernière par téléphone, donc non, je suis bien. La seule chose, c'est que j'ai laissé toute ma famille, les enfants, les petits-enfants, ma femme à Paris. Bon, naturellement, c'est un petit peu anxiogène, mais vous inquiétez pas, je survis. Vous survivez. On va parler de ce confinement plus long qui a été annoncé hier. Est-ce qu'il faut, autre question, est-ce qu'il faut tracer les données GPS des Français qui sont contaminés? On va parler du conseil scientifique également, ce comité scientifique qui donne son avis. Après, quelles sont les décisions politiques? C'est bien beau un comité scientifique, mais il faut que le politique prenne des décisions derrière. Didier Guillaume qui, alors là, hier, on a appelé à la grande armée de l'agriculture, un message un peu brouillé pour ceux qui ne sont pas confinés à aller dans les champs ramasser les fruits et les légumes. C'est un peu compliqué à comprendre. Et puis, les congés payés, c'est Gérald Darmanin qui demande aux salariés de poser une semaine de congés payés pendant le confinement. On va évoquer éventuellement tous ces sujets avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, ou en tout cas ce qui a retenu votre attention, parce que coup de cœur, coup de gueule, c'est un petit peu compliqué. Commençons peut-être avec Mathieu Alterman. Vous restez en musique.
Oui, essayer de trouver quelque chose d'un petit peu positif. Alors depuis quelques jours, de nombreux artistes donnent des concerts de chez eux, qui retransmettent sur les réseaux sociaux. Et il y en a beaucoup, on sent qu'ils le font d'abord pour eux avant le public. Mais il y a une exception, qui est la chanteuse Kerenan, que tout le monde connaît, puisqu'elle avait participé au grand retour d'Henri Salvador en 2000. Absolument. Et elle donne des concerts chaque soir à 22h sur son Instagram. Et surtout, elle a créé une boîte email pour que les gens du monde entier puissent poser des questions, demandent des sujets de conversation, des chansons. Et tous les jours, c'est entièrement renouvelé avec une vraie interactivité. On sent que c'est fait pour les gens qui sont confinés, qui ont besoin de distraction. Ouais, il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui proposent effectivement des petits concerts et ça participe à remonter le moral. Kevin Bossuet, Kevin Bossuet, c'est un coup de cœur. Oui, un coup de cœur. Moi, j'aimerais rendre hommage à toutes ces caissières qui sont aujourd'hui, après le personnel soignant, en première ligne face au coronavirus. Oui, ces caissières, mais aussi ces caissiers. Pour une fois qu'on peut masculiniser le nom des professions, on ne va pas le gêner. Donc, ces caissières et ces caissiers qui prennent des risques inconsidérés pour que nous puissions continuer à nous nourrir. Enfin, moi, je trouve ça exceptionnel. Ces caissiers, ces caissières qui sont à 90% des femmes, qui sont souvent des mères de famille seules, qui n'arrivent pas à la fin du mois à joindre les deux bouts, qui ont souvent des horaires complètement horribles, qui travaillent quelques heures le matin, qui travaillent quelques heures le soir, qui subissent le temps partiel et les contrats à durée déterminée, qui sont payés au SMIC et qui même après 20 ans, 25 ans de carrière continuent à être payés au SMIC. Moi, j'aimerais leur rendre hommage parce que là, on se rend bien compte de leur utilité. Je veux dire, elles sont au même titre que les enseignants aussi utiles, ces enseignants qui continuent à transmettre le savoir à distance. Elles sont aussi utiles que ces policiers qui font respecter le confinement dans nos rues, ou elles sont aussi utiles que ces conducteurs de bus ou de métro qui permettent aux gens d'aller travailler quand cela est nécessaire. Donc c'est vrai qu'on les méprise à longueur de temps. Moi qui suis enseignant, j'ai vu au cours des réunions parents-professeurs des parents dire à leurs filles « Regarde, si tu ne travailles pas, tu finiras caissière ». Donc là, on voit qu'il y a une forme de valorisation puisque j'ai entendu le PDG d'Auchan ou le PDG de Carrefour leur promettre une prime de 1 000 €. Mais est-ce que la santé de ces caissières vaut 1 000 €? Donc faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc vous savez, moi, ces caissières, elles me font penser un peu à toutes ces femmes qui, au cours de la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, ont continué à produire les armes, ont continué à faire un travail exceptionnel dans les usines et qui, après la Seconde Guerre mondiale, tous ces efforts ont complètement été oubliés. Elles sont retournées au foyer et puis il n'est rien resté. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas de ces caissières. J'espère qu'on se souviendra de leur bravoure, de leur courage, parce qu'en ces temps compliqués, en ces temps difficiles, ce sont des héroïnes du quotidien, des héroïnes de notre quotidien. Et des héros, je voulais juste signaler Édouard Philippe qui s'est fait un peu rappeler à l'ordre sur les réseaux sociaux parce qu'il a dit à nos soignants qui se battent en première ligne, à tous ceux qui, routiers, caissières, vendeuses, artisans, ouvriers, paysans, forces de l'ordre, continuent à travailler au contact. Caissières, vendeuses, ce sont des métiers féminins, il y a des caissiers, il y a des vendeurs, donc pourquoi là on peut dire aussi une forme de bon, on va pas l'accuser de ça, le Premier ministre, mais c'est vrai qu'il y a des caissiers, moi j'en vois beaucoup, il y a des vendeurs et ils sont là également au rendez-vous. Et parfois, ce que vous dites, Kevin, est très juste, mais parfois ils n'ont pas le choix, elles n'ont pas le choix que d'aller travailler. Donc c'est un coup de cœur. Quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Kevin Bossuet? Régis? Non, on peut que souscrire à ce qu'il vient de dire, évidemment. Oui. Moi, je voudrais ajouter une chose, c'est que je veux dire, il y a un peuple français. Moi, je suis toujours ému quand on lui demande de monter en ligne. Alors, bien sûr, je prends une expression militaire, mais le personnel soignant, bien évidemment, c'est bouleversant. Mais tous les autres aussi, on leur a dit il faut y aller, etc. Et ils y vont. Alors, parfois avec l'angoisse au ventre et tout. Puis, je voudrais ajouter quelque chose aussi. C'est les personnels qu'on appelle techniciens de surface, vous savez, c'est-à-dire les gens qui viennent nettoyer les hôpitaux, les cliniques, qui viennent nettoyer, parce que c'est important. L'autre jour, il y avait une dame qui s'appelait Cynthia, une de vos auditrices qui avait appelé, dont le mari nettoyait les boucheries, nettoyait des endroits où il y avait de la nourriture, etc. Moi, je pense que tout ce monde-là a répondu présent à l'appel, et moi, je suis quand même très, très touché par ça.
Alors, un auditeur nous dit les agents de sécurité, sans eux, les magasins seraient l'anarchie. Ils sont en avant des clients, avant les caissiers, avant les hôpitaux, avant les usines. Oui, vous avez absolument raison. Et vous avez raison. Oui, Valérie, moi j'aimerais aussi dire un mot également sur les livreurs Uber ou ceux qui vont nous livrer également des produits alimentaires. Ils prennent des risques inconsidérés pour souvent 3,50 €. Donc j'aimerais les saluer parce qu'on en parle très peu également. Un mot aussi pour les forces de l'ordre. Il y en a certains qui ne vont pas aimer ce message, mais hier, une policière, une femme à Beauvais, qui a reçu un pavé en pleine tête en fin d'après-midi lors d'un contrôle d'un attroupement. Elle a été prise en charge. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais en tout cas, les neurologues et les soignants étaient très pessimistes. Donc, travail difficile aussi pour certains policiers. Je pense qu'il faut rendre hommage, sans masque, sans protection, une fois de plus. Virginie, c'est un coup de cœur, un coup de gueule? Non, un coup de cœur pour notre champion olympique 2012, Renaud Lavillenie, dont j'avais déjà beaucoup aimé l'entraînement à domicile. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, on le voyait s'entraîner avec sa petite fille dont il servait comme haltère, et il parlait de son entraînement bricolage. Et j'ai aimé son calme et son sang-froid à l'annonce du report des Jeux Olympiques. On sait que tous ces grands champions se préparent depuis des mois, sinon des années, à tous les Jeux Olympiques, et que leur déception est forcément très grande. Et pour autant, il a été assez sage, et il a tout de suite dit, ce qui est un message d'ailleurs adressé à tous les sportifs, que la préparation très dure, longue et fastidieuse qui s'imposait à tous et qui ne pouvait plus être faite dans des conditions de confinement reprendrait une fois que le confinement serait passé, et que pour lui-même, il acceptait, disons, avec, je trouve, une forme de discipline collective, le report des Jeux. Mais de façon générale, je trouve que nos sportifs, ou même la ministre Roxana Maracineanu, nous montrent par leur discours quelque chose d'extrêmement serein, calme et positif, dont nous aurions tous beaucoup à nous inspirer, parce que je trouve qu'il y a un mental d'athlètes et de sportifs, et nous tous qui allons être confinés pendant des semaines, allons devoir peut-être essayer de nous en inspirer. Il y a un mental d'athlète qui fait du bien par les temps qui courent. Beaucoup de réactions. Sébastien nous dit il n'y a pas de héros, il y a juste des gens pris par les couilles pour payer toutes les traites obligatoires et nourrir la famille. C'est vrai également ce que vous dites. Michael nous dit un mot pour les AVS, les aides à domicile qui sont payées le SMIC. Oui, Daphné qui est femme de ménage et qui dit moi aucun employeur m'a demandé de rester, donc c'est dur pour la paye. Effectivement, les femmes de ménage souvent se font aujourd'hui elles n'ont pas de boulot parce que les employeurs sont chez eux et puis ne veulent pas avoir de gens en plus dans leur domicile. Donc on pense aussi à tous ces gens qui vont avoir effectivement beaucoup de mal à boucler les fins de mois. Régis, on vous a pas entendu? Régis de Castelnau. J'ai entendu que des coups de cœur, alors je vais prononcer un coup de gueule, puisque je suis méchant. Je pense que dans cette période-là, on a besoin d'une parole publique de qualité. La parole publique, elle est disqualifiée depuis un moment, et c'est un vrai problème aujourd'hui. Quand on voit le foutoir qu'il y a autour de la question de la chloroquine, je ne me prononce pas sur le fond, j'ai pas d'opinion, je suis une profane moi, mais on aimerait qu'il y ait une parole publique qui soit plus solide, et il y en a un certain nombre qui devraient raser les murs. Et je pense à Madame Buzyn. Madame Buzyn qui a dit n'importe quoi en janvier, qui a ensuite déserté, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, elle a déserté pour aller se présenter à Paris, qui ensuite a fait une interview, mais calamiteuse, au journal Le Monde, où elle a jeté un doute terrible, où elle dit on savait mais on n'a rien fait. Et on a commis des fautes graves, donc il suffit de voir sur les réseaux, et pas seulement d'ailleurs, la violence des polémiques désormais. Et hier, elle nous annonce, elle pourrait pas être discrète, qu'elle s'est fait embaucher par Unicancer, bénévolement bien sûr, et qu'elle va donner les médecins à bonne distance du front, elle va donner des conseils. Moi j'ai vu les conseils qu'elle donnait, c'est ridicule. Je pense qu'elle aurait mieux fait de se taire. Il y en a d'autres qui devraient également être modestes, mais on a besoin
hein, de quelque chose de resserré. On a besoin, et c'est pas facile, je reconnais, pour les gouvernants d'aujourd'hui, hein, mais il y en a un certain nombre qui devraient être modestes et se faire oublier pour l'instant, hein, et ne pas nous rappeler qu'ils sont toujours en campagne électorale pour la ville de Paris, comme c'est le cas pour Madame Buzyn. Donc là, je suis effectivement un peu fâché. Si je peux ajouter quelque chose à propos de Madame Buzyn, si vous m'y autorisez, je partage assez largement ce coup de gueule. Moi-même, j'ai été extrêmement choquée de ses déclarations au journal Le Monde où elle dit qu'elle a alerté, sous-entendu presque avant tout le monde, et qu'on n'a pas pris ses alertes au sérieux. Et la seule question que j'ai envie de lui poser, c'est si elle pensait que la situation était si grave, mais que diable allait-elle faire dans la campagne des municipales? Sa première responsabilité aurait été de rester à son poste et de dire je fais ce que je peux, alors que moi je me souviens d'une déclaration qu'elle a faite tout au début où elle disait qu'il y avait finalement peu de risques que l'épidémie arrive en France. Que ce virus arrive en France, absolument. Et donc elle est doublement ou triplement responsable, d'avoir tenu un double langage, si tant est qu'elle savait elle-même que ce qu'elle disait était inexact, et deux, d'être partie à la campagne de Paris. Elle dit que c'était un magnifique défi, mais enfin le magnifique défi aurait peut-être été de rester là où elle était, c'est-à-dire aux avant-postes. Elle avait un poste de ministère qui était de première responsabilité, et peut-être que puisqu'elle dit qu'elle connaissait les risques, elle aurait peut-être pu y rester tout simplement. On se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300, tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, remarque d'un auditeur, heureusement Agnès Buzyn n'est plus là, effectivement. On n'a pas à prendre position, mais c'est vrai que je pense que, alors après on verra ce que donnera ce ministre de la Santé, mais en tout cas il semble un petit peu plus solide qu'elle ne l'était. On va parler donc de ce confinement plus long et de cette hypothèse d'un tracé des données GPS des Français contaminés déjà sur ce confinement plus long. Il semblait inéluctable. Qui veut intervenir ? Enfin, j'ai envie de vous dire, puisqu'on avait évoqué la semaine dernière le discours de Castaner qui se refusait d'utiliser les nouvelles technologies data de peur que des entreprises récupèrent les données des comportements des utilisateurs sur les réseaux sociaux, enfin sur les applications. Donc enfin, on va utiliser la technologie puisque pour l'instant, la France a quand même une dizaine d'années de retard là-dessus par rapport à l'Asie notamment. Oui, et donc vous pensez qu'il faut... déjà, il y a deux choses. Il y a le confinement plus long et puis l'utilisation des données. Oui, là je parlais de l'utilisation des données, de pouvoir tracer. Évidemment qu'il faut le faire. Moi, je suis assez d'accord. La mondialisation prend un effet boomerang assez colossal et qu'il y aura beaucoup de remises en cause et le jour d'après ne sera pas le jour d'avant. Mais je constate quand même que pour affronter ce qui est en train de se passer, les nouvelles technologies, le numérique constituent une ressource assez extraordinaire. Et donc là, on a la possibilité de savoir où sont les gens, non pas pour les mettre en prison, pour les protéger. Donc personnellement, moi je suis partisan, temporairement, bien évidemment, mais de prendre des mesures. Quand on dit qu'on est en guerre, je trouve que la métaphore fonctionne. Beaucoup disent non, c'est un langage guerrier. Je suis désolé, on a un ennemi et il faut le combattre. Mesures exceptionnelles, etc. Et donc là, on essaie de protéger les gens, les libertés, j'y tiens beaucoup, mais on les rétablira le moment venu. C'est toujours comme ça en période de guerre, on est obligé de les restreindre. Oui. Le principe, c'est, je vais juste réexpliquer, quand une personne est testée positive au Covid-19, les données de géolocalisation contenues dans son smartphone sont utilisées pour tracer ses déplacements et déterminer qui elle a croisé afin de prévenir ces personnes contacts et leur demander de se faire dépister au plus vite. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un petit peu trop tard ? Pardonnez-moi de poser une question, mais il y a beaucoup de gens en France qui ne sont pas testés et qui sont peut-être malades. Donc là, on parle de gens testés. Or, on sait très bien que dans notre pays, on fait très peu de tests et que en dehors de ceux qui sont effectivement malades, il peut y avoir beaucoup de gens qui sont porteurs, soit sans le savoir, ou porteurs asymptomatiques. Et que fait-on de ceux-là ? Ceux-là ne sont visiblement pas repérés. Donc, je trouve que ce discours, dans le fond, est très insuffisant, ou alors il est faussement rassurant pour les gens. Si tout le monde est testé, oui, on peut instaurer une surveillance de ceux qui seront malades. Mais si beaucoup ne sont pas testés, à quoi ça sert ? Oui. Moi, ce qui me choque, Kevin Bossuet.
Oui, moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est qu'on soit obligé de fliquer les gens pour qu'ils respectent le confinement. Mais bon Dieu, où est le civisme? On a vu la semaine dernière dans certains quartiers, notamment dans les quartiers un petit peu dans les banlieues, des gens ne pas respecter le confinement, se regrouper, maugrer après la police parce que cette dernière voulait en effet les faire rentrer chez eux. Mais on a vu aussi de l'autre côté de l'échelle sociale, notamment tous ces bobos qui se massaient dans les gares parisiennes pour aller en province en pensant se réfugier, qui dans le même temps évidemment répandaient le coronavirus. Donc je pense qu'ici on a affaire à un laxisme de l'État qui est visible. Je veux dire, nous, si on sort, on a une amende de 135 € qui peut être majorée à 350 €. Mais allons voir ce qu'on fait ailleurs. Je veux dire, en Espagne, les amendes vont de 100 à 600 €. On risque même 1 an de prison. En Autriche, on se réunit à plus de 5 personnes, on a 2000 €, voire 3600 €. Les restaurateurs... Oui, mais attendez, les gens ne vont pas les payer. Attendez, là, vous évoquez, Régis de Castelnau, vous évoquez un point qui m'intéresse beaucoup. Vous dites que le traçage, c'est du flicage. Non, c'est pas du flicage. On veut savoir où ont été les gens, non pas parce qu'ils n'étaient pas confinés, s'ils sont des travailleurs, s'ils sont des personnels soignants, on veut savoir où ils sont passés, pour savoir qui ils ont pu contaminer. C'est une mesure de prophylaxie. Il ne faut pas en profiter pour venir aborder une autre question qui est effectivement de cette double sécession. La France d'en haut a fait sécession et c'est scandaleux, monstrueux, il faudra qu'elle en rende des comptes. La France d'en bas, effectivement, il y en a beaucoup moins qu'on imaginait, il y a des problèmes dans les quartiers, mais il ne faut pas en profiter justement, parce que je rappelle quand même que les personnes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celles qui vont faire, et en général celles parce que ce sont les plus nombreuses, mais ceux aussi, je pense aux éboueurs, etc., ils sont issus de ces quartiers et ils sont au boulot. Il faut peut-être y penser aussi, et ils prennent autant de risques que les autres. Donc oui, c'est vrai que c'est difficile. Plus. Enfin, oui, excusez-moi, je voudrais juste intervenir. Mais alors attendez, c'est pas le moment de faire ça. On ne peut pas négliger l'incohérence absolue de communication du gouvernement. Alterman. Ce matin, sur BFM TV, vous avez la ministre des Sports qui a déclaré « C'est indispensable dans cette période de confinement de bouger de chez soi ». Enfin, c'est affligeant. C'est affligeant. On est depuis quelques jours en train de rappeler des choses normales du réel, et aucune de ces choses normales du réel, à savoir dépister tout le monde et confiner tout le monde, n'est appliquée aujourd'hui en France, qui est censé être un pays en avance et civilisé. C'est affligeant. Ouais. Alors, de façon générale, moi... Oui, non, Virginie. pardon, je voulais simplement dire que de façon générale, moi je suis extrêmement surprise de ce discours, mais dans le fond, je le comprends parce que les autorités sont en train de gérer la pénurie de tests, la pénurie de masques, la pénurie même de matériel que sont les blouses, les lunettes, les charlottes. Et puis les tests, ce que vous évoquiez, et Nathalie nous dit le traçage des données n'a de sens que si on teste. Les Israéliens ont créé une application au début, le ministère de la Santé vient d'en créer une, et le traçage des données, nous dit Nathalie, ça sauve plus que la liberté individuelle. Mais c'est vrai que ça n'a de sens que si vous êtes testé. Or, il n'y a pas de test. On y revient dans un instant, 0826 300 300 si vous voulez réagir. On vous attend sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour commenter cette actualité très particulière du coronavirus, l'allongement donc du confinement, le tracking. Alors c'est un mot, François Monboise qui participe régulièrement à l'émission, dit sur Twitter. La Corée utilise la technologie pour prévenir les personnes qui ont été en contact avec un... La Corée du Sud, oui. C'est mon inconscient qui parle. Mais en France, on a encore plus peur du mot tracking que du mot virus. La Corée du Sud est sortie de l'épidémie avec 120 morts en tout, et c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on parle de ce tracking, et pourtant le ministre de la Santé hier disait la Corée du Sud ne se contente pas uniquement de tester les personnes, elle a généralisé le tracking des données personnelles. Donc comment jeter le doute sur un tracking qui pourrait être efficace pour traquer la maladie et dire oh là là attention on va traquer vos libertés. Qui voulait intervenir sur ce sujet? C'est toujours ce que je répète, c'est que les Français veulent plus de sécurité et ils s'en foutent d'avoir un petit peu moins de liberté.
Il faut arrêter de rester sur des positions idéologiques, de peur, de perte de liberté. Moi, je vais vous dire un exemple concret. J'ai ma grand-mère qui est à l'EHPAD Rothschild à Paris. Ils ont testé aucun des personnels qui soignent les gens. Il y a 81 personnes qui ont été testées positives, là, il y a 2 jours, parce qu'on a testé personne depuis 15 jours. Enfin, vous vous rendez compte? Donc, moi, les données personnelles, je m'en fous qu'on sache que je préfère acheter des carottes ou des poires et qu'on fasse la promotion de légumes après si ça peut sauver ma vie. Oui. Absolument. Virginie, vous vouliez réagir? Oui, moi je répète que traquer les gens ou la proposition de traquer les gens dans un pays où les gens ne sont pas testés me paraît totalement inopérante. Ça, pour moi, c'est une position de fond. En plus, quand vous citez les exemples qui utilisent ces méthodes, bien sûr, on vient de parler de la Corée du Sud, mais il y a la Chine, Israël et les États-Unis qui réfléchissent aussi également à utiliser ce genre de méthode. Moi, ils le font déjà en Israël. Oui, absolument. Je parle juste des États-Unis qui réfléchissent à les utiliser à grande échelle. Moi, je comprends que tout doit être fait pour protéger non seulement les malades, mais ceux qui sont autour d'eux. Ça semble une évidence. En revanche, je m'interroge malgré tout un peu sur les libertés individuelles. J'entends bien ce que dit Régis de Castelnau. On est en guerre, on doit. Mais après tout, qui dit qu'une fois que nous reviendrons dans une période plus normale, entre guillemets, ces systèmes mis en place s'arrêteront immédiatement? Personnellement, je n'en sais rien. Aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, il y a une urgence, on n'est pas dans une dictature, enfin, je veux dire, et effectivement, Eric... Non, mais c'est surtout que ces données individuelles à quoi ça sert d'être libre si on est mort? Oui, ça elles sont déjà utilisées quand on surfe sur Internet, quand on va sur Google. Donc il n'y a pas de sujet. Mais moi, je ne comprends pas le débat hier donc, du ministre de la Santé qui dit à la fois on va mettre du tracking et en même temps, attention, ça peut être dangereux pour les libertés individuelles. Donc on s'en fout. Effectivement, Claudine nous dit... non, on s'en fout pas d'avoir moins de liberté. Qu'est-ce qu'il dit? Il y en a d'autres qui disent oui. C'est pas une question de liberté, là, c'est une question de traquer les gens qui ont été en contact avec la maladie. Bon sang, enfin, vous préférez être mort et qu'on ne traque pas les gens. Enfin, c'est invraisemblable. Oui, moi je pense que c'est pas la question. En fait, la question du tracking est complètement secondaire. On est dans une guerre contre un virus. Je pense que l'important, évidemment, c'est de protéger notre santé, de protéger la santé de la population. Et quand, moi, il m'arrive quand même de sortir pour faire quelques achats alimentaires et je remarque que le confinement n'est absolument pas respecté. Il y a des gens qui courent dans les rues, et encore hier des adolescents qui étaient complètement groupés en toute impunité. Je vois des gens qui vont dans les supermarchés acheter un paquet de chewing-gum, un paquet de bonbons, ou une bouteille de Coca-Cola, donc de Kiss Mocto. Donc avant de parler tracking, je crois qu'il faut miser aussi sur le civisme des gens. Ce n'est quand même pas croyable que dans cette situation, il y a des gens qui prennent des risques complètement insensés et surtout qui font courir des risques aux autres parce qu'il y a plein de gens asymptomatiques qui peuvent transmettre le virus. Donc à un moment, il faut que les Français prennent conscience qu'on est quand même dans une situation qui est gravissime et qui respectent le confinement. Moi, j'ai un ami qui est interne à l'hôpital de Paris qui me dit que c'est de pire en pire. Bientôt, il va plus y avoir de lits. Il y a des gens de plus en plus jeunes qui sont contaminés. Mais on est dans une situation où stop, restons chez nous et aidons les médecins à faire leur travail. Enfin, un peu. Oui, d'accord. Si je peux ajouter quelque chose, j'ai entendu l'appel d'un personnel hospitalier, d'un personnel soignant qui disait écoutez, ça ne sert à rien de nous applaudir à 20h et de ne pas vous astreindre vous-même tout au long de la journée à des mesures extrêmement strictes. Donc, plutôt que de nous applaudir et de vous donner bonne conscience, respectez vous-même. Ce confinement, c'est la seule façon que vous auriez de nous aider concrètement. Oui, et j'ai trouvé que c'était très sain comme raisonnement. Bien sûr. J'entends ce que vous dites. Quelques commentaires, juste un instant. Il faut rappeler qu'on a quand même un gouvernement, un président qui, dans un discours, a expliqué que les gens pouvaient faire leur jogging. Et depuis 15 jours, on a vu fleurir des joggeurs qui n'avaient jamais couru de leur vie, partout sur les quais, dans les rues. On n'a jamais vu autant de gens qui couraient. C'est quand même totalement irresponsable. On est dans un film, là. On a un auditeur qui nous... Oui, Virginie, c'est compliqué, effectivement, quand on est à plusieurs, juste pour rejoindre ce que disait Kevin. Non, allez-y, mais de dire... moi, j'habite dans le 9-3, ne stigmatisons pas, mais c'est ce que nous dit cet auditeur. Il y a des gamins qui, depuis 10 jours, sont rassemblés tous les jours et tiennent les murs, comme on dit, sont là, agglutinés, ne respectent pas les distances. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Il ne se passe rien.
Et si vous avez entendu le témoignage de Lamine Garbi qui hier a pris l'avion et qui racontait qu'il y avait 1000 personnes à Roissy, allez voir la photo qu'a tweetée le docteur Marty, c'est ahurissant, personne n'a voulu croire cette photo, on a dit que c'était un fake, ce n'est pas un fake, il a témoigné dans l'émission, donc c'est vrai, bon là on est un petit peu en train de sortir du sujet, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas le confinement. Si je peux juste faire une toute petite remarque, je dirais que à la décharge, bon, c'est vrai que chacun peut s'astreindre au civisme élémentaire, mais à la décharge des Français, la parole officielle de l'exécutif pendant plusieurs semaines a été de nous dire que cette maladie était certes très contagieuse, mais pas très grave, que ça ressemblait de près ou de loin à une grippe, qu'il ne fallait pas non plus s'affoler, et que c'est encore ce discours qui reste dans l'esprit de chacun. Et le revirement de discours officiel est intervenu extrêmement tard, mais j'ai l'impression que les Français se souviennent encore quand on leur disait oui, bon, ne vous inquiétez pas trop, c'est une épidémie, mais c'est pas une épidémie bien sérieuse, et que voilà, du coup, ils ont pas été réellement disons, briefé comme il le fallait dès le début, si je peux me permettre. Je voudrais compléter ce que vous venez de dire, vous avez entièrement raison, mais la parole publique est disqualifiée. C'est-à-dire que, mais rendez-vous compte que la voix de l'exécutif français, c'est Sibeth Ndiaye, qui vient tous les jours et qui ne dit que des conneries, soyons clairs, enfin voyons. C'est une calamité, non mais je veux dire... Je vois que l'air de la Provence vous fait du bien, Régis. Bon, je suis pimpant. Non, écoutez, mais disons-nous les choses, c'est qu'il y a un vrai problème d'autorité et de crédibilité. Quand vous pensez, tout à l'heure on parlait du nombre de lits qui arrivent à saturation, il a fallu que ce soit la fédération des hôpitaux privés qui disent mais réquisitionnez-nous, c'est toujours pas fait. Ils disent on a des dizaines de lits vides. Qu'est-ce que vous attendez? Donc il y a un vrai, quand vous entendez ça, puis quand vous voyez le foutoir qui existe autour de la question de la chloroquine, je parle de communication, je parle pas de c'est bon, c'est pas bon, je sais pas. En revanche sur la communication, mais attendez, la crédibilité de ce pouvoir, où tout le monde intervient, Darmanin intervient, Guillaume dit allez dans les champs chantant pour aider les agriculteurs et tout. Attendez, c'est grotesque tout ça, il faudrait qu'il y ait un patron, et je suis désolé, on ne le ressent pas. Et sur le confinement, y compris ceux qui sont chargés de le faire respecter, je pense aux forces de l'ordre, les gars, ils se disent d'abord ils sont pas équipés, vous montez au front sans armes, bonjour, et ensuite, qui est-ce qui commande vraiment, quoi, au bout d'un moment, voilà. En tout cas, là où moi j'ai été extrêmement choquée, c'est que lorsque Emmanuel Macron a annoncé le confinement, il n'a même pas prononcé le nom. Donc je ne sais pas quelle est cette pudeur qui voulait que, lorsqu'il a pris la parole, il n'ait pas pu lui-même articuler ce mot devant tous les Français. Là, par contre, ça aurait été extrêmement utile. Virginie, vous êtes en train de critiquer Clémenceau. On nous a dit que c'était Clémenceau dans les tranchées. Vous êtes bien méchante, je trouve. Excusez-moi, mais je pense qu'on ne mesure pas l'impact sur le futur de la crise des gouvernements et de la parole publique d'aujourd'hui. Je pense que ça va dépasser largement le problème de ce gouvernement. Je pense que les gouvernements à venir n'auront plus malheureusement de crédibilité. On parle de nationaliser des choses. Je pense qu'il va falloir en privatiser beaucoup, parce qu'aujourd'hui, en attendant, c'est LVMH qui est plus performant que le gouvernement. Aujourd'hui, les gens ont plus confiance dans le privé plutôt que dans le public, ce qui est fou. Alors moi, dans les entreprises, alors moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Le problème, c'est aussi la communication politique, c'est la parole publique. Enfin, Emmanuel Macron nous incitait à aller au théâtre, et je crois une dizaine de jours après... Oui, exactement, début mars. Non, le 7 mars, c'était mon anniversaire. C'est ce que je dis, début mars, Régis, début mars. Le 7. Le premier tour des municipales, mais c'est une honte qu'il ait été maintenu. On ne peut pas dire aux Français restez chez vous et maintenir le premier tour des municipales. On n'en est plus là. Le premier tour a eu lieu. Effectivement, on a dit beaucoup de choses dessus. On a deux auditeurs qui voulaient intervenir. On a Lionel. Vous, c'était sur l'allongement de la durée de confinement. Bonjour Lionel. Peut-être 6 semaines. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de revenir là-dessus, moi je voudrais dire quand même que mes libertés, personnellement, j'y tiens.
et le fichage, comment ça s'appelle, et d'être traqué. Évidemment, être traqué parce que j'achète des carottes, ça pose pas de problème. Être traqué comme avec un extrême comme le modèle chinois, où entre guillemets, vous journalistes, vous pouvez être fiché noir et ne plus avoir accès ni aux banques, ni aux voyages, ni à plus rien. C'est ça l'extrême du fichage. Donc il faut pas tomber. Vous êtes déjà affiché. On est déjà affiché. Il faut pas tomber. Non, mais ça, on est d'accord. Non, on n'est pas fiché comme en Chine. Il faut pas exagérer. Je pense que beaucoup de nos données sont déjà collectées jour après jour, selon nos données d'achat, mais absolument pas nos données de déplacement, nos données de bornage par téléphone. Alors attendez, Virginie, laissez-le terminer. Il y a quand même une grande différence entre être fiché pour on va dans tel magasin ou un truc comme ça, et être fiché pour ses opinions politiques ou ses opinions ou ses idées, et d'être exclu de la société à cause de ça. Mais là, c'est pas ce qui est prévu. C'est pas ce qui est prévu. Parce que quand vous mettez en place, et un de vos interlocuteurs l'a bien expliqué, quand vous mettez en place ce genre de truc, parce qu'on est dans une crise, et parce que tout le monde a peur, évidemment ça pourrait avoir un sens, mais on reviendra jamais en arrière sur un truc comme ça, jamais. C'est-à-dire qu'une fois que c'est mis en place, c'est terminé. Une fois que c'est mis en place, on y a droit, mais si, ça marche comme ça. Mais vous préférez, je vous pose une question un peu cash, Lionel, vous préférez être, un peu caricatural même, mais vous préférez être mort et qu'on connaisse pas vos opinions politiques, ou vivre et qu'on les connaisse peut-être un jour ou l'autre? Et c'est très hypothétique aujourd'hui, la question est de savoir. Non, mais votre question, madame, excusez-moi, je vous coupe, parce que votre question, elle est extrême. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes en train de me dire que est-ce que si je sors et est-ce que si je refuse d'être fiché, est-ce que je vais mourir? Moi, je vous dis honnêtement que concrètement, le coronavirus, même s'il fait des morts, il fait quand même des morts chez les personnes fragiles. Évidemment, il y a des jeunes. Pas seulement. Non, mais attendez. Ouais. Mais le nombre de morts, à mon sens, et je dis bien à mon sens, est quand même relativement léger par rapport à la crise économique qu'on va se payer derrière et au désastre, on va dire, psychologique que ça va créer. Parce que concrètement, vous pouvez être dans des maisons. Moi, je suis à l'aise. Je suis dans une maison, j'ai un jardin, je peux sortir comme je veux, je suis très à l'aise. J'ai ma famille, je suis là. Quand vous êtes enfermé dans un appartement, que vous êtes tout seul, que c'est bruyant, que vous êtes dans un HLM, un truc comme ça, et que vous êtes confiné pendant 6 semaines, vous croyez qu'il va se passer quoi dans la tête des gens? Le désastre psychologique et économique va être, à mon avis, non mais attendez, toutes les tragédies provoquent des désastres. Là, vous oubliez une chose. Mais que faire d'autre? Attendez, le traquage, il sert à quoi? Vous êtes un criminel quand vous sortez porteur du virus. Un criminel pas volontaire, mais vous êtes un tueur. Vous êtes un tueur, vous pouvez contaminer, tout le monde sait très bien. Il y a les super contaminateurs en plus, qui sont des gens c'est spécifique à leur organisme. Donc, on veut vous tracer pour éviter que vous alliez tuer vos contemporains. Enfin, voyons, c'est quand même élémentaire, ça. Vous dites Régis, je redis que dans un pays où les gens ne sont pas testés, on va traquer qui en fait? Qui sera traqué? C'est vrai que la question du tracking. Il faut surtout, excusez-moi. Moi, c'est la méthode coréenne dont je parle. Effectivement, quelqu'un est positif, on regarde ce qu'il a fait dans les 8 derniers jours. Eh ben oui. On essaye de protéger. Alors attendez, Lionel, on va vous écouter jusqu'au bout. Oui, vous comparez la France avec la Corée du Sud, qui est un des pays les plus modernes au monde, avec une technologie qu'on a. Mais je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais concrètement, vous arrivez là-bas, vous êtes dans une autre dimension. Vous avez pris 100 ans d'avance. C'est-à-dire que nous, concrètement, on est au Moyen-Âge. Vous ne pouvez pas comparer la Corée du Sud et l'hyper-technologie de la Corée du Sud avec la France. C'est impossible d'avoir un tracking et des tests comme ils ont fait. C'est impossible. On n'est pas équipé pareil. Donc, évidemment qu'ils ont pu le faire. Mais on n'est pas là-bas. Donc, nous, évidemment, moi je suis dans le bâtiment, vous savez, Madame Pénicaud, elle a dit que moi je risquais rien parce que je devais aller bosser. Donc concrètement, pour moi c'est ce qu'elle a dit. Moi concrètement, je suis dans le bâtiment, donc je suis super costaud et je risque rien. Moi je pense que les politiques, j'en dis pas leur place actuellement, parce que concrètement ils sont face à un gros problème économique et un problème sanitaire. Et ils se disent qu'ils peuvent pas tout arrêter parce que sinon ça va être un crash monumental. Vous avez parlé tout à l'heure du ministre de l'Agriculture qui dit d'aller ramasser les produits dans les champs. Pourquoi? Parce que les agriculteurs ils vont crever demain, parce que leur production c'est maintenant. C'est pas dans 2 mois ou dans 3 mois, c'est maintenant. Si c'est pas ramassé, si c'est pas vendu, c'est mort. Sauf que vous avez un autre ministre qui dit attendez, on ferme les marchés. Donc les producteurs pourront pas vendre leurs produits. Donc ils sont dans une merde noire, il faut le dire clairement, parce que ils ne peuvent pas traiter un côté sans
va en affecter un autre. Donc ils font ce qu'ils peuvent. On les a pas élus de toute façon pour gérer des crises de cette ampleur-là. Il faut être clair. On les a gérés. Ils sont plus ou moins de très bons techniciens bancaires, on va dire, et de gestion globale de l'économie, mais absolument pas sur une crise sanitaire ou en cas de guerre. Et d'ailleurs, à mon avis, en cas de guerre, on serait bien dans la merde avec ce genre de personnes. Maintenant, ils font ce qu'ils peuvent et j'en dis pas leur place. Vraiment. Alors, moi, je voudrais réagir. Non, mais vous avez raison. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, monsieur, mais en même temps, c'est très paradoxal. Parce que vous vous méfiez de la récupération de données à des fins fascistes, en gros, ce qui peut arriver malheureusement dans les pires scénarios. Mais en même temps, vous dites que la Corée du Sud a une avance énorme sur la France. Mais les pays asiatiques, vous savez pourquoi ils ont cette avance technologique énorme? C'est qu'ils ont compris que la donnée pouvait également faire du bien. Ils ont mis de côté toutes les raisons idéologiques et dogmatiques et cette peur d'atterrir en gros dans 1984 et ils ont travaillé et investi à mort sur les nouvelles technologies. La donnée, c'est ce qui permet également de dédommager les gens en fonction de ce qu'ils ont perdu pendant une période de confinement. Ce n'est pas uniquement de la surveillance, vous voyez, c'est pas uniquement de la surveillance négative. Il faut comprendre ça et ils l'ont compris en Corée du Sud. Mais certains y voient l'aspect négatif. Allez, on va marquer une pause, puis on va parler effectivement de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui en appelle à la grande armée de l'agriculture. On aura un agriculteur en ligne avec nous qui souhaitait témoigner. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff, donc le ministre de l'Agriculture. Hier a appelé à la grande armée de l'agriculture. On a un petit peu de mal à comprendre. Françoise Barré-Sinoussi, qui fait partie du nouveau comité scientifique, elle-même a dénoncé cette déclaration du ministre de l'Agriculture. On a en ligne avec nous un agriculteur, Pascal, je crois, qui est avec nous. Non. Ah bon, on va le caler, on ne l'a pas. Alors, vous l'avez entendu, le ministre, hier, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un problème de timing, quand même, je pense, avant tout. Bah oui, Mathieu Alterman. Pourquoi pas? Mais enfin, qui lui a dit de prononcer ça en ce moment? Enfin, on est dans une parodie, là. Oui, il a dit effectivement qu'il faut... Il le prononce en ce moment parce que c'est maintenant que se récoltent les asperges, les fraises, où s'entretiennent les vignes. C'est maintenant que se plantent les semis qui sont récoltés cet automne. Je crois qu'il y a 70 000 travailleurs détachés qui viennent chaque année sur notre territoire pour faire ce travail. Et je dis simplement une chose, c'est que si personne ne le fait, tous ces produits-là ne seront même pas récoltés et que dans quelques mois, on s'apercevra qu'il n'y a rien à l'endroit où il devrait y avoir ces produits-là dans les supermarchés, les hypermarchés ou tous les magasins. Là, il s'agit de se rendre compte que tout est lié. Moi, je ne suis pas particulièrement choquée. Je mesure que c'est extrêmement compliqué pour les Français de comprendre qu'il faut à la fois aller dans les campagnes, aider les agriculteurs à récolter leurs asperges, leurs fraises ou à entretenir leurs vignes, et que peut-être on peut le faire en respectant des mesures de précaution. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mesures plus efficaces que celle d'être à distance d'1 mètre, de celle de ne pas se serrer la main, on peut peut-être le faire en ramassant des asperges ou des fraises. Moi, je ne suis pas choquée par ça, mais je peux comprendre que ça soit paradoxal à comprendre. Oui, mais on comprend rien on comprend pas. Sortir de chez nous, mais il faut quand même sortir. Il faut pas quitter Paris, mais il faut quand même aller en province. On comprend rien. Oui, c'est complètement contradictoire. D'un côté, on nous raconte qu'il faut rester confiné chez nous, et de l'autre côté, il faudrait sortir, notamment pour travailler dans les champs. Je veux dire, alors que les marchés ouverts ont été interdits. Et puis, comment faire respecter les normes de sécurité dans ces champs? Je veux dire, travailler dans un champ, rester à 1 mètre les uns des autres. Enfin, c'est excessivement compliqué. Même pour loger ces gens, parce qu'on nous dit que les citadins doivent aller, notamment dans les champs, mais il va bien falloir loger ces nouveaux travailleurs. On va les loger où? Ils vont avoir des logements individuels. Donc, on sent bien que techniquement, c'est pas possible. Et moi, ce qui me choque, c'est le discrédit de la parole politique, parce que je vois bien ce qu'essaye de faire le gouvernement. Il en appelle à l'unité nationale, sauf qu'on n'a pas envie de les suivre, sauf qu'il y a eu les gilets jaunes, sauf qu'il y a une crise démocratique qui est de plus en plus importante, sauf que leur parole est de plus en plus discréditée. Donc oui, les Français en ont marre. Et puis, même il y a le consentement à l'impôt qui est en train d'être remis en cause. Je veux dire, on nous fait payer, on est l'un des pays où on paye le plus d'impôts, on paye le plus de taxes, et on se rend compte que notre système de santé
santé qu'on pensait être le meilleur au monde, en fait, est un système de santé qui est complètement tiers-mondisé, où on n'arrive pas à fournir... N'exagérons rien. Mais, oui, non, mais c'est ça, on n'arrive pas à fournir... On est quand même la 6e ou la 7e puissance du monde, et on n'arrive pas à fournir des masques à nos personnels soignants. On est la 6e ou la 7e puissance du monde, on n'a même pas de tests pour tester la population. On est la 6e ou la 7e puissance du monde, et on n'a même pas assez de lits ou assez de personnel pour accueillir les gens malades. On a un Kevin, il faut rajouter une chose. Il faut rajouter une chose. On est le pays de l'OCDE qui reverse le plus dans la dépense publique. Oui, bien sûr. Quand même fou. Même dans l'éducation nationale, je veux dire, on a des outils pour travailler à distance qui ne fonctionnent pas, avec des sites qui bug, alors qu'on est l'un des pays qui dépense le plus dans l'éducation. Où va cet argent ? Oui, le professeur Juvin, vous savez, qui est le chef des urgences de Pompidou, qui dit situation extrêmement grave dans les EHPAD et les établissements handicapés. On en a peu parlé jusqu'à maintenant. Peut-on éviter l'hécatombe ? Il faut immédiatement renforcer leurs équipes par la réserve sanitaire, tester tous les résidents pour isoler les positifs, du matériel, beaucoup de matériel et des directives claires. J'avoue que moi j'ai des frissons quand je lis ce message de ce médecin qui est au front tous les jours dans son hôpital et qui alerte sur cette situation. On nous a annoncé il y a combien de temps maintenant que les masques allaient arriver? Ils sont où les masques? Je vois des témoignages terribles de soignants qui nous disent on n'a toujours pas de masques, on n'a rien pour se protéger. Où sont les masques? On entend des médecins qui disent on est dans un pays du tiers-monde. Valérie, j'ai une hypothèse, mais je n'ai pas pu la vérifier en être sûr, mais qui malheureusement semble tenir. Et ce qui montre bien le rôle de l'Union européenne. On a vu l'acte de piraterie des Tchèques, personne ne dit rien, il n'y a pas eu de réaction au niveau de l'Union. On l'a évoqué, ils ont volé, c'est de la piraterie. C'est de la piraterie pure et simple. Il n'y a aucune espèce de solidarité et l'Italie fait appel à Cuba et au Venezuela et à la Chine. D'après ce que j'ai compris, si vous voulez, pour l'achat par l'État de ces matériels, l'État s'est imposé de respecter les procédures de mise en concurrence et d'appel d'offres européens, ce qui est de la folie furieuse, quoi. Alors attention, je dis vérification, mais pour les connaître, pour savoir comment ça fonctionne, techniquement, etc., je crains que ce soit vrai. C'est-à-dire qu'on a perdu 2 mois. Pour passer ces commandes, ce qui est complètement fou, quoi. Si c'est la bonne hypothèse, mais malheureusement, je crains que ce soit la bonne. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé un pouvoir de réquisition, en disant on fera pas les procédures, puis c'est tout, et puis c'est tout. Non, mais l'autre question qui se pose aussi, c'est qu'est devenue la réserve d'État? Et rappelons-nous des moqueries qui avaient salué à l'époque le geste de Madame Bachelot quand elle avait commandé je ne sais plus combien de millions de masques. Mais que sont devenus ces masques au fil des années? Ils ont été... pas le gouvernement d'aujourd'hui. On avait le stock le plus important du monde, du monde en 2010. Alors, le problème, c'est que ces masques, ils ont une durée de vie, et au fur et à mesure, alors on s'en est servi, et puis il y en a certains qui sont devenus obsolètes, etc. Ils sont devenus obsolètes, oui, c'est ça. Et je vous rappelle que la Cour des comptes a applaudi, sous la présidence de M. Migaud, en disant que c'était une très bonne façon de gérer le budget, et donc ils ont été consommés, on les a pas recommandés, c'est de la gabegie pure et simple. Alors, j'en profite pour ajouter quelque chose, si vous voulez, le droit, quand il voit ces situations, parce que il y a eu l'affaire de l'amiante, il y a eu l'affaire du sang contaminé, lorsque cette crise sera terminée, il va falloir faire les comptes sur le plan judiciaire. Et tous les gens qui auront commis ces fautes seront poursuivis, comme ça a été le cas pour le sang contaminé, à juste titre d'ailleurs. Donc, non, cette gabegie-là aujourd'hui à laquelle on est confronté, ces décisions ahurissantes qui fait que Sibeth Diaye vient nous dire, et je reviens sur elle, ma chère Virginie, parce que... Oui, je vois qu'elle vous préoccupe beaucoup, Madame Sibeth Diaye. Je l'aime beaucoup et je connais sa famille sénégalaise parce que j'ai des relations particulières avec le Sénégal. Donc, si vous voulez, qui vient nous dire ils sont pas utiles, mais elle dit ça parce qu'on en a pas, c'est monstrueux. Et ensuite, elle vient nous dire vous comprenez, je suis ministre et moi je sais pas le mettre. C'est très technique. La gestion de la pénurie. Allez, je voudrais qu'on prenne notre auditeur qui est agriculteur, Pascal. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration Dans quelle situation vous êtes, vous, aujourd'hui? Alors, en fait, moi, je vais vous parler des circuits courts partout en France. Ouais. La situation où on est aujourd'hui, c'est que on nous a supprimé nos points de vente.
faut savoir que, en fait, sur les marchés, vous avez deux catégories de personnes qui font les marchés. Vous avez les artisans et les producteurs. Les artisans alimentaires sont des gens qui achètent à manger et qui retransforment. Et après, vous avez la petite paysannerie qui est partout sur le territoire, qui, elle, fabrique de la nourriture et vend comme ça en direct. Et au jour d'aujourd'hui, tous nos points de vente sont quasiment tous supprimés. Donc au jour d'aujourd'hui, partout en France, les petits circuits courts jettent de l'alimentation. Donc on jette une partie de nos tripes, en étant un peu vulgaire. Bah oui. Parce que notre métier, c'est de bien nourrir la population aussi. On aime notre métier, on est des vrais paysans. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc après, bon, on s'adapte, puisque les communes peuvent continuer à faire des marchés via le préfet en faisant les petites dérogations. On s'adapte. Ou sinon, nous, on va chez les gens. Donc on dit aux gens de ne pas sortir, on leur fait des paniers, on s'organise entre paysans. Mais au jour d'aujourd'hui, nous jetons des denrées alimentaires partout. Alors c'est bien d'aller dans les champs pour aller aider, c'est sûr qu'il va falloir aller aider pour ramasser. Et après, on vend où? C'est ça. Et après, où est-ce qu'on va les vendre, ces produits? Est-ce qu'il faudrait obliger les grandes surfaces à acheter français? Qu'est-ce qu'on peut faire, puisque les marchés, en plus, sont en train de fermer les uns après les autres, tous les marchés ouverts et couverts? Oui, ils ferment les uns après les autres et on continue à emmener des denrées qui viennent de partout et qu'on remet dans la grande distribution. Mais alors, il faut savoir aussi qu'un petit producteur de circuit court, au jour d'aujourd'hui, qui vend toute sa production comme ça en circuit court sur des petits points de vente comme les marchés, c'est quelqu'un qui paye ses cotisations et qui ne se fait pas de salaire. À 97%, on ne se fait pas de salaire. Les tout petits agriculteurs, je vous parle. Voilà, on en est là aujourd'hui. Ouais. Donc, merci de votre témoignage. Une réaction à ce qui vient d'être dit? Il va falloir moderniser le système de consommation de ces produits. C'est aux produits de venir chez le consommateur par système de livraison sans contact quand le consommateur peut plus se déplacer. C'est ce qu'il va falloir. Oui, c'est une évidence. Écoutez, on a appris que le prince Charles était testé positif au coronavirus également. Donc voilà, on apprend les uns les autres. Et on attend les masques toujours. On attend les tests. Prenez soin de vous, respectez le confinement, il n'y a que ça à faire. Merci à tous les quatre, prenez soin de vous également. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous sur Sud Radio toute la journée. Très bonne journée sur Sud Radio.